Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Débris Sport. Avec nous ce soir, Joris, Axel, Anthony et Corentin. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir Timothée. Émission un peu spéciale aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine trade deadline, la période des derniers transferts en NBA. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais d'abord un petit point sport d'hiver avec Joris et deux belles performances du français Alexis Pinturo. Et oui Timothée, les Français qui commencent bien ces championnats du monde à Courchevel notamment, donc on en parlait, l'homme qui a derrière vous, Alexis Pinturo. Le skieur de Courchevel, il a très bien assuré ses débuts en Coupe du Monde, notamment du coup en combiné, c'était mardi, où il a terminé du coup à la première place avec une première manche en tête et une deuxième manche assurée. À noter du coup l'abandon de Marco Odermatt qui du coup débute lui très mal ces mondiaux, une performance qui a été aussi validée un peu sur cette deuxième étape, cette deuxième manche, j'ai envie de dire, du coup de Super G, où il a fini à la 3e position, devancé par du coup James Crawford, le Canadien qui a terminé du coup en première place, et le Norvégien du coup Alexander Kyle qui finit en 2e position. Le Français qui du coup avec ses deux performances, s'il continue dans cette dynamique, est toujours dans la course pour le globe, alors que Odermatt du coup lui continue de faire des contre-performances en terminant je crois 4e. Là bon, c'est pas non plus une contre-performance énorme, mais ça continue dans une dynamique plus très bonne. En ce qui concerne du coup les femmes, les Françaises sont un peu moins performantes avec la première Française 9e Tessa Worley qui continue toujours à être un peu décevante. Ouais, elle a beaucoup de mal. Elle a fini du coup derrière l'Italienne Marta Bassino qui a gagné du coup ce combiné, là c'était lundi par contre, et Mikaela Shiffrin qui hier est bien remontée en terminant du coup aussi 2e. Tout reste à jouer du coup pour ces mondiaux avec du coup Mikaela Shiffrin qui revient en force. Et en ce qui concerne du coup les mondiaux de biathlon qui sont à Oberndorf cette année, les Français sont aussi dans le coup en terminant du coup à la 3e place de ce relais mixte avec du coup Fillon-Maillet, Jacquelin, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher qui ont réussi à se hisser à la plus petite marge du podium, 3e, devancés et après d'1 minute par contre des Norvégiens qui eux sont toujours au-dessus cette saison. À noter du coup les prochains rendez-vous. Demain c'est repos pour les skieurs alpins qui du coup entameront dès samedi la descente femmes. Et dimanche la descente homme. Et à noter par contre demain le biathlon sprint femme et samedi sprint homme. Voilà. Merci Joris, je crois que tu dois nous laisser aujourd'hui. Du coup on va faire rentrer un nouveau chroniqueur. Merci Joris et à lundi. À lundi. Non, c'est vacances. Ah ouais, dans longtemps alors.
Allez, on va passer maintenant à un petit point tennis de la part de Timothée, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, avec notamment une surprise côté français. Il s'est passé pas mal de choses. Il y a quand même, c'est quand même des petits tournois cette semaine. Mais moi, je voulais surtout revenir sur un joueur que je connais depuis plusieurs années. Je sais pas si vous savez de qui je parle, mais c'est Arthur Fils. Évidemment. Voilà, on le voit sur les télés derrière. Arthur Fils, génération 2004. Qui joue cette semaine un de ses premiers tournois sur le circuit ATP. Pour rappel, il avait été finaliste de Roland Garros Junior en 2021. Il avait perdu contre un autre Français, Lucas Van Hache. Et cette semaine, il fait des très très belles performances à Montpellier. Il a d'abord battu Richard Gasquet 7-5, 7-5 au premier tour. Et ensuite, il a battu l'Espagnol, le redoutable Roberto Bautista Agut 6-3, 6-4. Donc deux très belles performances pour un joueur qui a peu d'expérience. Et on pourrait même se demander si c'était pas le joueur français dont on a besoin, alors que c'est un peu une période compliquée pour le tennis français, même s'il y a Caroline Garcia du côté féminin. Du côté masculin, c'est très compliqué avec un meilleur français qui est à la limite du top 50. Donc c'est quand même un espoir, génération 2004 comme je l'ai dit. Donc vraiment c'est un joueur à suivre. Après ça reste, tu dis une période compliquée, la période elle dure quand même depuis pas mal d'années. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu regardes, même quand il y avait encore Tsonga, c'était pas non plus exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut remonter au moins à 5 ans pour qu'il y ait vraiment de bonnes performances. On est loin de l'époque entre 2007 et 2012. On avait 4 Français tout proches du top 10, voire dans le top 10. Mais voilà, à noter également d'autres résultats des Français toujours à Montpellier. Peut-être qu'on peut les voir sur les images, merci. On voit Arthur Fils Arthur Fils on l'a vu juste avant, qui affrontera Quentin Alice qu'on voit à gauche en quart de finale. Donc un match qui est largement abordable pour le jeune 2004. Arthur Hinderknecht qu'on voit à droite s'est incliné aujourd'hui en 8e de finale. Et toujours chez les Français, au milieu Grégoire Barrère tentera de rejoindre les quarts de finale ce soir. Il affrontera le Géorgien Nicolas Basilashvili. Ouais, et bien maintenant on va passer à une partie à un point qui va nous prendre une très grande partie de cette émission, parce qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas faire une émission de débris sport sans parler de basket, évidemment, avec tout ce qui s'est passé depuis lundi. Et on va commencer avec notamment le record de LeBron James qui a enfin battu Karim Abdul-Jabbar. Et on va commencer avec toi, Louis, pour retracer un petit peu son parcours légendaire. D'ailleurs, bonsoir Louis, bonsoir. Qui est arrivé. Je vais juste laisser Anthony un peu débuter. J'ai un peu le début de sa vie, si vous voulez, pour un peu commencer. Déjà, LeBron James est né le 30 décembre 84 dans l'état de l'Ohio. Il a grandi seul avec sa mère, Gloria James. Elle avait seulement 16 ans quand son fils est né, dans des conditions assez précaires. Ensuite, à 9 ans, LeBron James a rencontré Bruce Kelker, un entraîneur de foot USA, donc de foot américain, qui va convaincre sa mère de jouer pour son équipe. Donc au début, LeBron était surtout passionné aussi de basket, mais aussi de foot américain. Mais ensuite, il va rencontrer un autre coach qui va lui faire changer d'avis, c'est Frank Walker, et cette fois-ci, il va l'initier au basket. Et finalement, grâce à ce coach, il va rencontrer la personne la plus importante de sa vie, qui est Drew Joyce. Avec son coach et son équipe, les Shooting Stars. Il se fera remarquer car c'est une équipe de basket qui gagnait un peu tout le temps. Donc c'est quand il était au collège, parce que c'est une équipe qui avait une grande force collective. Ensuite, de 99 à 2003, LeBron évolue au lycée et il se fait remarquer parce qu'il domine ses championnats. Et il fait même venir la télé à l'un de ses matchs, parce que le 22 décembre 2002, l'ESPN diffusera un match de LeBron alors qu'il était au lycée. À la Wembanyama aujourd'hui, où il y a la télé américaine qui veut diffuser les matchs. Du coup, il se fera remarquer par les scouts NBA. Je vais laisser Louis reprendre à partir du moment où LeBron se fait drafter. Alors, quand il arrive au lycée, vraiment on voit que c'est un talent générationnel. Et il est déjà surnommé The Chosen One, l'élu. Et à la draft, le 26 juin 2003, les Cavs vont pas bégayer, ils vont le prendre en premier choix devant Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade. Mais bon, quand on parle de LeBron James. Donc il arrive dans une équipe des Cavs qui n'a pas une grande histoire. Il est attaché parce que bien évidemment il est né dans l'Ohio, il a grandi, mais les Cavs, même dans le sport en général, c'est pas une grande région de sport. Et il a changé quand même. Hein. Ouais, il a changé. Bien jeune, ouais. Et jeune, hein. Pour son premier match, plus de 350 médias vont être là face aux Kings pour voir ce match. Et avec sa pression, malgré la défaite, il va quand même faire un très très bon match.
Il va porter la franchise de Cleveland du coup pendant 7 ans. Alors quand il arrive dans l'équipe, le meilleur marqueur de Cleveland c'est Ricky Davis et le meilleur rebondeur c'est Zydrunas Ilkogas. Voilà, pour vous dire un peu l'état de l'équipe. Bon, c'est un peu normal du coup qu'ils aient eu le premier choix, mais voilà. Oui. Lors de sa 3e saison, par exemple, dans la Grande Ligue, il tourne déjà à 31,4 points de moyenne, ce qui est énorme. C'est incroyable. Et d'ailleurs, à noter, il a rejoint le club là où qui était le plus proche de là où il est né et là où il vient de Cleveland. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est une histoire. C'est une belle histoire en fait. Au début, on peut penser ça, puis on verra un peu que ça va être un peu compliqué. Mais un match référence dans son premier passage chez les Cavs, c'est le 31 mai 2007. Alors il affronte les Pistons, qui les avaient déjà éliminés l'année dernière en 2006 lors des playoffs. Alors on est en playoffs et on est dans un Game 5 tendu, très serré. On est à 79-78. C'est très très peu pour un match NBA, faut le savoir. Et LeBron James, il va prendre les choses en main. 23 ans, et il va inscrire les 29 des 30 points de Cleveland suivants. Chauncey Billups, un très très bon défenseur et le meneur MVP des finales en 2004 lorsque les Pistons ont gagné, dira « On a tout fait pour l'arrêter, le freiner, mais ce soir, c'était tout bonnement impossible. C'est la performance la plus folle que j'ai jamais vue. Il finira le match avec 48 points. Et encore, monstrueux. Ouais, et encore, il n'était pas à son prime. Ah non, ça arrive là, c'est que le début. Je vous rassure, c'est que le début. C'est déjà, le début, il arrive à mettre autant de points à son âge. On voit des prémices. Déjà, sa première saison où il a plus de 20 points en moyenne par match, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est du jamais vu ou pas une première saison NBA à plus de 20 points? Il était à 25-26 points, je crois. Première saison, 20,9. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais dire non. Quand même, avec des Wilt ou des Magic, on sait jamais, mais je sais pas. Derrick Rose, il me semble. Ouais, même. C'est pas très grave. Ouais. En tout cas, en 2008, il va être MVP du All-Star Game. Voilà, tous les grands joueurs en ont au moins un. Voilà, c'est juste pour notifier. Et puis en 2009, il va remporter son premier MVP de saison régulière avec 28,4 points, 7 passes et 7 rebonds en moyenne sur la saison. En 2010, back-to-back de MVP de saison régulière avec 29,7 points, 8 passes et 7 rebonds. Donc il va, pendant cette saison, porter Cleveland, mettre Cleveland sur la carte NBA. Sauf que il va jamais réussir vraiment à faire gagner cette équipe. Enfin, si, mais en finale NBA, il va se heurter aux Spurs en 2007. Et en 2010, c'est la goutte de trop. Le 8 juillet 2010, il va prendre The Decision. Alors, The Decision, c'est vraiment un moment important dans l'histoire de LeBron, même dans l'histoire de l'NBA. En fait, il va réunir ESPN et pendant 1h15, il va parler de sa carrière, etc. Puis au bout de cette émission, il va dire cette phrase. Il dit c'est dur au début, etc. Il commence à dire, il a du mal à parler, et puis il dit I'm going to take my talents to South Beach and join Miami Heat. Donc là, il est en train de dire qu'il va rejoindre Miami Heat après, du coup, cet été. Grosse franchise qui a été créée depuis peu de temps. Miami à l'époque avait déjà gagné un titre en 2006 avec Wade, mais là en fait Cleveland vivait grâce à LeBron. Le poumon économique de l'Ohio, c'est LeBron en fait. Donc après ce départ, ils sont humiliés publiquement du coup sur la chaîne de télé ESPN avec plus de 10 millions de spectateurs qui regardent en direct. Ouais, c'est incroyable. Donc le choc est un peu immense pour les fans de Cleveland et puis pour nous parce que c'est une des premières super teams qu'on a. Mais il a expliqué ça, enfin pourquoi il a quitté cette équipe, c'était tout simplement pour gagner une meilleure équipe, pour gagner un titre, pour gagner. Ouais. Voilà. Et ça se comprend bien sûr. Il va rejoindre du coup les Heatles, ils vont s'appeler comme ça, donc Dwayne Wade, Chris Bosh et lui-même. Et puis quand il va arriver, il va faire cette fameuse phrase où un journaliste lui dit vous pouvez gagner 3 titres, pardon. Et il lui dit pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, et puis le public commence à s'enflammer, etc. Mais pour vous dire qu'il avait énormément d'attentes avec cette équipe, puis qu'il va les réaliser, mais pas tout de suite. La première saison, en 2011, ils vont atteindre les finales, mais ils vont piquer dans l'ego de Dirk Nowitzki, et puis il va gagner en 2011 avec les Dallas, donc encore une défaite pour LeBron, mais en 2012-2013, là, il va enfin régler ses comptes. Il va être, alors, MVP de saison régulière, MVP des finales,
et il va gagner la NBA. Et juste un petit parallèle avec son équipe des États-Unis, il remporte, si je ne me trompe pas, en 2008 les JO et en 2012 également. Ouais. C'est pour dire le palmarès aussi qu'il y a à l'international, en sélection. Il commence vraiment à se développer. Et à l'époque, il était vraiment un slasher, donc quelqu'un qui allait au panier. Et là, avec Miami, il commence un peu plus à se reculer et à être de plus en plus bon à 3 points. Donc, en 2014, on pense qu'il va aller sur un three-peat. Donc un three-peat, c'est quand une équipe gagne 3 fois d'affilée le championnat NBA. Et puis au final, ils vont s'opposer à des Spurs très revanchards qui vont gagner. Et juste après, je te laisse continuer Axel, mais il va prendre une décision qui va aussi changer son histoire. Alors cette décision, elle va être radicale et elle va peut-être raviver certaines flammes. Il rejoint encore une fois les Cavs. Le retour, le fameux. Alors il va forcément rentrer un peu dans le cœur de tout le monde, mais pas au début. Au début, tout le monde était un peu en mode il nous a quittés un peu prématurément, on est un peu déçus. Voilà, c'était un peu, comme l'a dit Louis, le cœur de la franchise. Mais bon, moi je veux vous parler un peu plus de ces fameuses finales 2016. Donc, juste pour revenir sur son transfert, son retour du coup aux Cavs, il a expliqué pourquoi il voulait retourner dans cette équipe. Est-ce qu'on sait pourquoi il a quitté je pense que pour lui, il avait quelque chose à finir avec Cleveland, c'est sa ville de toujours. Et je pense comme il avait déjà gagné avec Miami, il voulait prouver à lui-même qu'il pouvait gagner avec les Cavs. Je pense que il voulait surtout se rattraper aussi par rapport à tout ce qu'il leur avait fait subir, même si c'était pas forcément personnel. C'est plus un défi du coup de revenir aux Cavs aussi, surtout que sachant qu'ils ont rien gagné. Alors voilà. Au niveau du sport, Cleveland c'est vraiment pas très bon. C'est un peu des perdants. Donc je pense que pour lui c'était aussi un défi de les mettre sur sa ville quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, donc ça continue et cette fameuse saison 2016 qui pour moi est une des plus belles saisons de tous les temps, avec d'un côté les Cavs donc de LeBron où il fait une saison hors norme, il est quasiment à 27 points de moyenne, 8 rebonds, 8 passes. Et par contre de l'autre côté, là c'est les Golden State. Donc les Golden State c'est tout simplement 73 victoires pour 9 défaites. Donc c'est l'année où une équipe a fait le plus de victoires depuis 1996 avec les Bulls en 72-10. Donc c'est déjà assez énorme. Donc le MVP, double MVP même en titre, est unanime, Stephen Curry, que vous voyez à l'image. Donc voilà, c'est un peu le duel de ces années. Et là, cette fameuse finale va commencer avec un parcours plutôt simple pour les Cavs où ils font 4-0, 4-0, 4-2 pour arriver en finale. Et un peu plus compliqué par contre pour les Golden State où ils font 4-1 contre les Rockets et 4-3 contre OKC, il me semble, en finale de conf. Ensuite ils arrivent dans cette fameuse finale et là c'est le début d'une des plus grandes finales de tous les temps. Donc voir la plus grande finale, ouais. On en a deux en tête. Avec Louis on se comprend, mais cette finale elle débute déjà par une victoire des Golden State qui met tout le monde d'accord. Bon, une victoire, alors j'ai plus le score, mais il me semble qu'il y avait 104-89 pour les Golden State. Voilà, ils enchaînent avec une deuxième victoire directement, 110-77. Donc là par contre il n'y a pas photo là. C'est un peu plus, avec 28 points de Draymond Green, donc à l'époque l'ailier fort, un des meilleurs défenseurs de la ligue, si ce n'est le meilleur défenseur en titre des Golden State. Les Cavs se rattrapent avec un grand LeBron qui met 32 points au Golden State. La Game 4, elle va tout changer, parce que c'est les Warriors qui gagnent 108-97. Mais par contre, une conférence de presse qui est à revoir pour tous les fans de basket, de Klay Thompson, où il commence à tracher, à parler mal un peu sur le dos de LeBron et des Cavs, en disant, avec le match qui s'était passé, il y avait une embrouille entre Draymond Green et LeBron, en disant qu'il ne fallait pas pleurer, en tout cas pas mettre ses sentiments au service de l'équipe, ou alors c'était de la provoque. Un truc comme ça. Oui, c'était de la provoque clairement. Ce à quoi LeBron répond juste en rigolant, en disant on verra ça. Effectivement, il a bien fait de dire ça, mais Klay Thompson il savait pas ce qui allait se passer. Donc là LeBron se réveille, 41 points, Game 5, wow. 41 points, 112-97 donc pour les Cavs. Et à l'extérieur aussi. À l'extérieur en plus. Ensuite 41 points dans le match qui suit, 115-101. Et là on va certainement rentrer
pour moi le plus gros match de tous les temps. Donc Game 7. Game très serré, 89-89, je passe tout le match parce que c'est très serré, il y a pas mal de shoots ratés, mais il y a une grosse défense des deux côtés, les deux n'ont pas envie de se livrer, c'est normal. Hein. Il y avait le stress aussi, le stress. Game 7, voilà, c'est une finale NBA, d'un côté on a Stephen Curry qui veut encore mettre un peu plus son image en avant et forcément sa franchise, et de l'autre LeBron qui veut faire gagner enfin un titre aux Cavs. Et voilà, 89-89, donc il reste 1 minute 50, et là il y aura certainement l'action, tout le monde l'a déjà entendu, qui s'appelle le bloc, donc The Block, par rapport à LeBron James, où il remonte tout le terrain avec une contre-attaque de Iguodala, l'ailier des Golden State, et Stephen Curry. Il remonte tout le terrain pour bloquer contre la planche Iguodala, et ça va totalement changer le match, parce que s'il met ce panier, c'est 2 points, et c'est 2 points d'avance dans une game très serrée. Donc il bloque Iguodala, la salle est en feu, même si c'était au Staples Center, il me semble, des Golden State. Puis après, il y aura cette action mythique à 1 minute de la fin, donc 89-89 toujours, c'est très très serré, il n'y a pas eu de points pendant 4 minutes dans cette fin de match. 4 minutes, c'est énorme. Ouais. Et surtout dans une finale avec de tels talents, et Kyrie Irving qui met un des aussi les plus impressionnants. Il faut les voir. Hein. Ouais, sur Stephen Curry en plus, donc comme un symbole. Il fait un step back à 3 points à 50 secondes de la fin, et là ils prennent 3 points d'avance, et je peux vous dire que 3 points d'avance dans un match aussi serré avec un LeBron aussi déterminé, bon, on les rattrape pas, et forcément ils les ont pas rattrapés. Donc 93-89 la fin du match. C'est absolument exceptionnel ce qu'on est en train de vivre, et je pense qu'on s'en souviendra tous, et voilà, comme on le voit, il est totalement effondré parce qu'il remporte enfin un titre, et quand on voit la tête ou l'expression du visage qu'il a ici et comparé à Miami, c'est pas la même. Là, il est totalement effondré, il est épuisé à bout de force, il vient de revenir. Là, c'est le cœur qui vient. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il a fait un énorme match, 27 points, 11 passes D, 11 27 rebonds, points, c'est ça, et 26 pour Kyrie, il me semble, donc les deux ensemble. C'est ça. Ouais, puis comme tu l'as dit, c'est différent avec Miami, parce qu'avec Miami, t'as un petit peu la valeur sûre. C'est-à-dire que t'arrives là-bas, et en fait, tu sais déjà finalement que tu vas potentiellement être champion NBA, c'est-à-dire que tu as l'équipe avec toi. Là, il revient aux Cavs, où c'est pas non plus exceptionnel. Comme tu l'as dit, c'est pas vraiment après, ils sont bien développés, mais là, en fait, c'est le contexte. Ils sont à 3-1. Tu n'as aucune équipe NBA en finale qui a réussi à remonter un T-score et gagner, en fait. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. En plus. Et surtout contre une équipe qui vient de faire 73-9 en saison régulière. Donc c'est inimaginable. Pour tout le monde, c'était quasiment fini, en fait, tout simplement. En plus, c'était à Golden State, donc domicile. Non, c'est absolument énorme. Mais bon, pour moi, c'est le prime collectif de LeBron, et le prime individuel, il va venir après, donc la saison d'après, en 2018, où là, en fait, il va retourner en finale NBA contre les Golden State Warriors. Malheureusement, bon, il aura beau faire une saison à 28 points, 9 rebonds, 9 passes D, il pourra pas gagner contre Kevin Durant, Steph Curry et puis Thompson, hein, parce que bon, ces 3 joueurs, on les connaît, ils sont absolument exceptionnels. Et voilà, ça sera 4-1 pour les Warriors. Mais bon, après, il décide de quitter les Cavs. Cette fois, bon, personne lui en veut, parce que vu ce qu'il a fait, ils vont pas forcément trop lui en vouloir. Il continuera du coup avec les Lakers jusqu'à aujourd'hui. Forcément, il gagnera un titre. Alors un titre dans une période Covid, mais bon, c'est un titre quand même, hein, on prend forcément. Pour le palmarès. Voilà, un titre face au Miami. C'est vrai que c'était une période compliquée en plus avec le Covid. Les États-Unis, ils avaient joué à Disneyland, il me semble. Oui, c'est ça, exactement, à Orlando. En plus, il y avait eu 10 matchs de moins, il me semble, il y avait eu 72 matchs dans la saison régulière, enfin bon. Mais ils gagnent quand même, et puis voilà, c'est 4-2 contre Miami qui était très bon avec Jimmy Butler, c'était une très belle équipe. Et voilà, aujourd'hui, il a enfin dépassé Karim Abdul-Jabbar au classement des scoreurs, et c'est une très belle histoire, et qu'on espère qu'il va continuer. Et pour être précis, il a maintenant 38 390 points. Donc, je ne sais pas si on se rend compte de la performance de ce. Il est quand même devant Abdul-Jabbar, Malone, Michael Jordan et Bryant quand même. Il en aura encore plus que. Il a 38 ans, enfin. On se dit qu'il va peut-être encore durer 2-3 ans, je pense. Ouais, j'espère. Justement, on se demandait un peu, est-ce que ce serait pas le moment pour LeBron James d'arrêter sa carrière alors qu'il a presque plus rien à gagner maintenant? Surtout, c'est compliqué quand même un peu pour les Lakers. Louis, toi, tu penses qu'il devrait arrêter sa carrière maintenant alors qu'il a tout, ou il devrait continuer? Non, il doit continuer. Je pense qu'il a envie de continuer. Quand on voit ses déclarations
quand il a envie de jouer avec son fils, voilà. Oui, ça, Et puis il y a déjà ça. Et puis aussi au niveau de la win, avec les trades que font les Lakers, par exemple avec celui de Westbrook quand il récupère Vanderbilt, Michael Beasley et D'Angelo, tu montres vraiment que tu veux retourner en playoff et que t'es pas là pour faire figuration en fait. Donc pour moi non, il a quelque chose d'autre à prouver et il a envie de gagner encore un cinquième titre. L'objectif numéro 1 c'est quand même de jouer avec son fils. Oui. Ouais. Et puis là il va pas arrêter alors que cette saison il a quoi 30 points de moyenne limite, donc il est encore monstrueux. Il est sur sa saison record, il me semble, c'était en 2016 je crois qu'il y avait 30 points de moyenne, c'était une saison complètement record pour lui. Et alors pas en 2016 mais 2021-2022 déjà l'année dernière, il était à 30,3 points de moyenne. Alors il me semble qu'il avait joué moins de matchs, genre il avait dû jouer 50-60, mais bon ça reste quand même 30 points de moyenne, c'est énorme. Et après j'ai envie de vous dire, j'aimerais rebondir sur le fait que voilà, par rapport à sa retraite ou pas, j'ai peur qu'il pousse sa carrière un peu trop loin et qu'il fasse un peu comme Tom Brady a fait en NFL, donc en football américain. Il a poussé jusqu'à 45 ans, et alors qu'on sait que quand il est revenu de la retraite, ça n'allait pas du tout. Là, cette année, il se fait éliminer dès le premier tour des playoffs. Enfin, il n'y a rien qui allait, et pourtant il poussait, et au final, ça n'a pas servi à grand-chose. Après, je pense que c'est pas la même chose dans le basket, parce que le basket, il y a énormément de changements dans les matchs. À la limite, il peut jouer un match sur deux, il aura toujours son talent. Donc finalement, je pense que c'est pas un problème, et je pense que quand il faudra s'arrêter, il saura s'arrêter. Ouais, après ça reste à voir, mais après en étant fan quand même d'un LeBron James, si on aimerait tous voir son fils et lui jouer dans la même équipe, hein. Ça c'est jamais fait il me semble en plus dans l'NBA. C'est jamais fait. C'est un objectif. En tout cas, merci à vous trois d'avoir retracé cette carrière incroyable de LeBron James. On va passer maintenant, on va rester toujours à NBA évidemment, puisque qu'il y a des choses à dire. Comme on l'a dit, voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la trade deadline qui se termine à 21h. Et on a eu hier soir Kevin Durant qui s'est engagé c'était très surprenant, et s'est engagé avec les Suns. Est-ce que Anthony, tu peux nous faire un petit point sur les dernières heures de ce mercato? Donc coup de tonnerre en NBA, Kevin Durant quitte Brooklyn et du coup s'engage avec les Suns. Donc c'est Michael Bridges qui a été envoyé chez les Nets en échange. À noter que Kevin Durant était déjà prêt à rejoindre Phoenix l'été dernier. Ce transfert du coup va grandement aider les Suns à remporter le titre, parce qu'ils étaient déjà favoris, mais là je pense qu'on peut dire qu'ils sont quand même les plus grands favoris à l'ouest. Je sais pas ce que vous en pensez. Si. Ensuite, Kyrie Irving est transféré chez les Dallas Mavericks, donc un allié de taille pour Luka Doncic, qui était un peu esselé du coup à Dallas. Ouais, ça, on était déjà un peu revenu sur le sujet lundi, mais c'est sûr que ça fait quand même deux énormes transferts en très très peu de temps. C'est la même équipe. Je sais pas si dans les mercatos NBA, il y a souvent deux gros transferts comme ça. Je vais dire, il y en a trois. Il y en a un troisième. Il y a Russell Westbrook. Ouais. Oui. Là, c'est dans le cadre d'un échange en triangle un peu entre les Lakers, le Jazz et les Timberwolves, Donc Westbrook va prendre la direction de Utah Jazz. Mike Conley lui passe du Jazz au j'ai du mal à dire cette équipe, à Minnesota. Et le meneur D'Angelo Russell signe son comeback chez les Lakers. Donc une belle prise pour eux, parce que c'est un très bon scoreur, un shooter impressionnant, parce qu'il a 39% de points tirés de loin cette année. Donc très bon coup des Lakers. Et enfin, Josh Hart quitte Portland et rejoint les Knicks dans le cadre d'un échange avec Cam Reddish, qui avait déjà rejoint les Knicks la saison dernière. Vous avez un petit mot à dire par rapport à ce point, à cette trade deadline? On a beaucoup de choses à dire. Déjà pour Durant, il n'y a pas que Michael Bridges, il y a aussi Cam Johnson, Jay Crowder et quatre premiers choix des Suns. Donc là vraiment, parce que sinon ça aurait été vraiment les Suns hypothèquent leur avenir pour Durant. En fait là, c'est un nouveau propriétaire qui s'est installé aux Suns aussi il y a peu de temps. Il a racheté la franchise et il avait vraiment envie de marquer le coup et de montrer qu'il est là. Et voilà, Kevin Durant, c'est vraiment le meilleur moyen. C'est un peu un all-in en fait des Suns là. C'est maintenant ou jamais quoi. L'année ou rien, ou alors l'année prochaine, mais en tout cas, vu l'âge de Chris Paul et de KD, tout le respect que j'ai pour eux, ça va commencer sûrement un peu à décliner. Mais pour moi, c'est sur cette année ou l'année pro. Oui, parce qu'avec un passeur comme Chris Paul, un scoreur comme Durant et un organisateur de jeu entre guillemets comme Devin Booker, même si c'est pas le meilleur, et même André Ayton aussi dans la raquette, ça fait quand même mal, hein, vraiment. Ouais. Voilà. C'est sur la suite des transferts, peut-être un peu moins prestigieux, on va dire, mais quand même à noter.
Avec Crower et Muscala. Ouais, Jay Crowder qui a été trade à Milwaukee. Alors, on n'a pas encore tous les détails du trade, mais il y a 5 second tours de draft qui vont aux Nets. Crowder qui va aux Bucks et les Pacers qui se sont incrustés dans le trade. Donc, ils récupèrent Jordan Nwora, un petit joueur de rotation qui a été drafté il y a 3 ans ou 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même du potentiel ou c'est vraiment un joueur de réserve? C'est un joueur de réserve. Ouais. Voilà, y a pas C'est pour la rotation. Exactement. Ouais, okay. Et il coupe Goga Bitadze et je pense que dans les 5 choix qui vont à les 5 choix de second tour, il y en a des Pacers et des Bucks qui vont aux Nets. Voilà. Donc c'est un transfert quand même important, surtout pour les Bucks, parce qu'on savait qu'ils étaient à la recherche d'un profil comme PJ Tucker qui les avait énormément aidés lors de la conquête du titre de 2021. Et Jay Crowder, c'est dans le même profil. Et du coup, pour rappel, ça se termine à 21h, donc c'est-à-dire dans 1h32. Est-ce que vous voyez peut-être un dernier petit transfert dans cette... Ouais, t'as un petit gros pronostic transfert. parce que c'est sûr qu'il y en aura, ça c'est obligatoire. Sûr. Mais des gros transferts à la Kevin Durant, non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Moi, je vois bien OG Anunoby partir des Toronto avec soit c'est lui, soit c'est Van Vliet. Voilà, donc et Van C'est Vliet, presque sûr qu'il y en a un des deux qui partent. Oui, parce que il faut tourner la page du côté de Toronto et il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Fred VanVleet, c'est plus aussi bon qu'avant. Et Anunoby, il a des envies de départ, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, il y a ça aussi qui joue. Et puis en plus de ça, avec le trade Westbrook au Jazz, là, il se pourrait que Westbrook aille aussi au Toronto. Donc Fred VanVleet et Westbrook, ce sont deux meneurs. Ouais. Forcément, ça va créer de la concurrence. Donc c'est peut-être pour ça que Fred VanVleet va peut-être partir. Voilà, il y a encore des choses à attendre de cette. Alors, je tiens à préciser que Westbrook est à Utah, mais qui risque de se faire couper. Et donc, son contrat à 47 millions est toujours payé par Utah, mais il sera libre de s'engager avec n'importe quelle équipe. Donc, c'est-à-dire avec un contrat minimum, par exemple. On n'a pas encore son club de l'année prochaine. Enfin, on ne sait pas si Utah va garder. Sûrement qu'ils vont le cut, comme on appelle ça. Et du coup, il pourra s'engager librement avec qui il veut dans la ligue. Ok. Bon, on suit ça peut-être dans la suite de l'émission ou même juste après l'émission. Voilà. Alors, on va passer à un dernier point NBA. Et là, cette fois-ci, ça va être un débat où vous allez pouvoir échanger vos idées autour de la NBA All-Stars, puisqu'on a appris que Kevin Durant, dont on vient de parler, et Zion Williamson sont forfaits pour la NBA All-Stars. Donc, selon vous, qui pourrait les remplacer ? Anthony, je te laisse commencer, ou Louis, comme tu veux. Parce que moi, moi, je vois bien pour KD, Pascal Siakam. Okay. Il fait une bonne saison statistique avec Toronto. C'est dans le même profil que Kevin Durant. On parle de 2 forwards. Donc moi, je vois bien ce changement. Après, il y a Jalen Brunson aussi qui mérite. Voilà, des Knicks. Peut-être que tu en parles un peu mieux que moi, Anthony. Mais voilà. C'est vrai qu'il fait une très belle saison, Jalen Brunson. Donc voilà. Et on accède. Ouais, pour KD, j'aurais aussi dit la même chose, peut-être plus Jalen Brunson, parce que moi, il m'éclate au Suns, et puis on a un collègue aussi qui parle beaucoup de ce joueur, et donc on apprend à l'aimer avec lui. Mais ouais, non. Par contre, pour Zion, là, j'ai pas forcément trop d'idées. En tant que forward, ouais, moi aussi. Compliqué. Voilà, moi j'aurais plus vu un De'Aaron Fox, mais on parle d'un point de garde et pas d'un forward, donc c'est pas le même profil. Ouais, je voulais juste noter un petit point, c'est la 4e fois d'affilée que Kevin Durant ne participe pas aux All-Stars. Ça commence à faire beaucoup pour, on va dire, une star de la NBA. Les 3 fois précédentes, c'était aussi à cause des blessures ? Il me semble que oui, si je dis pas de bêtises. Parce que sinon, il y aurait... Oui, bien sûr, mais 4 fois d'affilée, quand même, il y a peu de chance. Ouais. Je pense que ça le gêne pas. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose d'important pour lui. Lui, il veut gagner juste. Ouais, c'est pour ça qu'il a rejoint les Suns aussi. Ouais. On va tourner la page sur le basket et on va passer maintenant au rugby avec un petit avant-match sur le tournoi des 6 nations qui reprend ce week-end avec Axel une très belle affiche France-Irlande et un match qui s'annonce très serré. France-Irlande, ouais, effectivement, certainement le match du tournoi, pour moi en tout cas. Les 2 plus gros concurrents pour cette victoire finale. Avant de parler un peu de ça, j'aimerais donner une petite stat, 2 petites stats par rapport à France-Italie, où il y a eu 18 pénalités donc, pour la France. Et j'aimerais dire aussi, donc c'est un manque de discipline forcément, mais il y a eu aussi, donc pour vous rendre compte un peu de
du manque de discipline. Il y a eu 19 pénalités dans le match Angleterre-Écosse confondu. Donc c'est-à-dire qu'on a fait quasiment autant de pénalités qu'Angleterre-Écosse. Donc bon, oui, c'est très inquiétant. mais voilà, et la deuxième petite stat, c'est que ce match France-Irlande, ça va être un très gros match aussi, d'une part parce que l'Irlande, ils peuvent accrocher leur 15e victoire d'affilée à domicile. Et la France, leur 15e victoire d'affilée tout court. Ouais. Donc voilà, deux gros concurrents à une 15e victoire possible chacun. Et puis voilà, on le rappelle encore une fois, mais la France, c'est la seule nation que l'Irlande n'a pas battue pendant 3 ans. Mais voilà. Ouais, on reste sur un 3-0 pour la France contre l'Irlande depuis 2020. Ouais, donc, c'est ça. Fait quand même, donc, on est leur bête noire. Et la dernière défaite, je pense que tu t'en rappelles, Axel. Ouais. Ce drop du Jonathan Sexton. Je me rappelle. Oui, il a traumatisé. Mauvais souvenirs, oui, forcément. Mais bon, bah, il a mieux joué, c'est sûr. Mais voilà, je préfère tourner la page et penser à ce match-là qui va arriver, même si je suis un petit peu inquiet au vu du match contre l'Italie. Après, l'Italie, forcément, l'Italie-France, c'est un peu des matchs brouillons, souvent. Pas forcément de grands talents, de passe directement à essai. Non, c'est un peu des matchs brouillons. On leur met souvent des cartons, notamment les dernières, il y a eu 34-10 ou je sais plus. On sait qu'ils sont en train de remonter très, très fortement. Exactement, on sait qu'ils sont en train de remonter et qu'ils peuvent faire peur, notamment. Donc contre l'Angleterre aussi, ils vont jouer. Mais voilà, France-Irlande, ça reste un match à suivre, mais ça reste aussi un match à bien préparer. Et Galtier l'a dit, la préparation physique, elle est faite en fait pour que l'équipe de France soit prête vraiment pour le match contre l'Irlande. C'est le match en voilà, fait. Voilà, c'est le match. Donc pour moi, si la France le remporte ou si l'Irlande le remporte, ils remporteront le tournoi destination. Peut-être pas à coup sûr. Ouais. C'est le match décisif. Il y a quand même l'Écosse qui est pas mal. C'est la finale avant l'heure. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc après voilà, l'Irlande pour moi ils ont été plus satisfaisants à mes yeux que la France. Ils ont joué parfaitement. Les Gallois ils ont essayé de résister mais c'était impossible. Ils se sont un peu réservés l'Irlande sur le match parce que ils auraient pu en mettre un peu plus d'essais. Par contre voilà, la France on le sait qui a un peu eu du mal. Donc ça c'est à voir. Et forcément Sexton qui va certainement passer le record de points. C'est quasiment sûr. Sauf si la France fait pas de pénalité, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. Et justement, on a parlé d'Italie, ils vont affronter l'Angleterre dimanche. Exactement. Donc encore Italie-Angleterre. Donc pour moi aussi c'est un match à suivre. Peut-être plus que Écosse-Pays de Galles. Mais voilà, l'Italie qui a une carte à jouer encore, donc pour essayer d'éviter la cuillère de bois forcément, mais aussi parce que l'Angleterre n'est pas forcément dans une très bonne passe. Ils ont changement d'entraîneur, voilà, ils ont perdu contre l'Écosse qui a très bien joué d'ailleurs, mais l'Italie, ils ont été séduisants je trouve dans ce qu'ils ont proposé avec notamment Capozzo ou Fischetti ou Allan, mais voilà, moi je pense que j'attends beaucoup de ce match et je pense aussi que les ailiers italiens, alors Capozzo par contre l'autre il me semble que je l'ai plus, mais ça peut jouer parce que pour moi le plus gros défaut des Anglais c'est qu'ils sont un petit peu désordonnés, ils laissent beaucoup d'espace et ils maîtrisent pas forcément cette défense parfaitement. Donc je pense qu'il y a une carte à jouer, je pense que c'est le moment ou jamais d'ailleurs pour l'Italie, même s'ils sont en train d'évoluer, de gagner l'Angleterre. C'est en Angleterre, alors oui, ils sont pas du tout favoris, mais moi l'Angleterre depuis quand même 4 matchs, c'est 3 défaites et 1 nul. Puis j'ai envie de dire face à l'Écosse, c'était favori l'Angleterre. J'attends beaucoup de ce match et puis pour Écosse-Pays de Galles, je pense que l'Écosse va alors s'ils commencent pas à jouer à n'importe quoi, ils vont rouler sur leur adversaire. Alors peut-être pas rouler non plus 40-10 ou 45 ou je sais pas, mais voilà, pour moi, l'Écosse, vu ce qu'ils ont montré, j'ai un peu peur d'eux maintenant et je les vois carrément comme 3e, 2e, voire 1er en cas d'exploit. Mais voilà, je pense que l'Écosse qui reste sur 5 défaites en 6 matchs contre les Pays de Galles. Mais bon, après, c'est évidemment pas le même Pays de Galles. C'était pas le même Pays de Galles, c'était pas la même Écosse aussi qu'on a vu. Et justement, des petits pronos pour les matchs, ou en tout cas celui de la France. Moi, je vais commencer. Pas les scores, mais juste les. Le nombre de points d'écart peut-être. Environ, avec à peu près. Allez, environ. Non, moi je vois bien la France gagner. Enfin, j'espère que la France va gagner. Je suis du même avis qu'Axel. Pour moi, ça va être un match très très important, voire le plus important pour la suite. Et je vois la France remporter de 7 points. Allez. 7 points ? Un essai d'écart ? Un essai d'écart pour moi. Parfait.
Alors moi j'ai pas envie d'être mauvaise langue ou quoi, mais tu peux l'être. Sois pessimiste. Je pense que si je vois une petite victoire quand même de l'Irlande parce qu'en fait ils ont plus de rigueur sur les matchs. Ils partent quand même favoris. Oui, voilà, on va c'est pas ça. se mentir. Par rapport au match contre l'Italie, je suis pas rassuré et je vois pas non plus qu'ils vont rouler. Je pense qu'il y aura pareil 3-7, peut-être 10 vraiment points d'écart. Mais voilà, je vois quand même une victoire de l'Irlande. Mais un match serré quand même. Match serré, voilà. Anthony, ton prono? Moi, je vois une victoire des Français. Okay. Et dans un match assez serré, je pense qu'on a les armes pour le faire. Mais je dirais 3 ou 4 points d'écart. Okay. Ah oui, donc très serré quand même. Un match. De toute façon, il va y avoir ça serait pas mal. Et Corentin, toi, ton prono? Bon, tu me connais à force. Je suis pessimiste quand il s'agit de parler de l'équipe de France. Non, mais là, ça m'attriste parce que l'équipe de France de rugby, voilà, ils sont sur une année exceptionnelle avec 14 victoires d'affilée. Ouais. C'est que le début, il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'est que le début avec la Coupe du Monde chez nous. Mais par contre, face à l'Irlande, comme je l'avais dit au début des tournois de destination, pour moi, c'est l'Irlande qui va gagner ce tournoi. Et s'ils doivent gagner, c'est en remportant ce match face aux Bleus, qui est pour moi le match décisif. Donc, je vois une victoire de l'Irlande. Je sais pas si ça va être aussi serré que ça. Enfin, ça va être serré, mais je pense qu'on va avoir au moins 5 ou 6 points d'écart pour l'Irlande. Allez, 6 points. Ouais. Et toi, Timothée ? Moi, je suis un peu plus pessimiste que ça. Je vois l'Irlande remporter ce match, mais au vu du niveau de la France contre l'Italie, ce manque de discipline, toutes les pénalités encaissées, etc., contre une équipe d'Irlande qui reste sur un très bon match. Je vois la France perdre de 12 points. On va dire. Ah ouais, ça ferait mal, franchement. Ça ferait très mal, évidemment, je ne le souhaite pas. Hein, mais et aussi, je voulais aussi défendre un joueur par rapport à l'équipe de France qui, j'espère, reviendra à un bon niveau, mais c'est Charles Olivon. Ouais. Alors, comme vous le savez, il a encaissé, enfin, il a fait une faute sur l'essai de pénalité, c'est à cause de lui, mais bon, dans tous les cas, je pense qu'il y avait quand même essai s'il ne faisait pas le plaquage ou alors la faute de main. Et c'est aussi lui qui se prend un carton jaune et du coup qui empêche son équipe d'avoir un joueur, d'être 15 pendant 10 minutes. Voilà, moi, c'est à Toulon, il joue très bien. Enfin, il joue peut-être pas très bien, mais en tout cas, il est efficace. C'est un battant et puis c'est surtout un meneur d'hommes. C'était l'ancien capitaine de l'équipe de France. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent qu'il était meilleur quand il était capitaine. Oui, alors bon, peut-être. Moi, j'ai pas trop eu forcément cette impression-là, mais c'est sûr qu'il y a 3 capitaines qui se démarquent, c'est lui, Aldrit et Dupont. Mais pour moi, voilà, c'est quand même une masse. Il est grand, il est physique et puis surtout, il court partout et je pense qu'il va se la donner contre l'Irlande. Ouais. Bon, on verra bien. C'est un match à suivre samedi à 15h15. Donc soyez au rendez-vous parce que c'est sûrement le match du tournoi destination. Et on va passer à la prochaine rubrique. Et comme à chaque émission, le jeu du jour. Alors là, ce sera un jeu basket, évidemment. Hein, le contexte l'oblige. Oui, un jeu basket. Alors, on est un petit peu dégoûté parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il y en avait un de vous 3 qui était vraiment calé sur ce domaine. En fait, vous allez devoir citer le top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Donc voilà, vous donnez dans l'ordre que vous voulez. Alors Louis, si vraiment vous êtes trop fort, on fait dans l'ordre. Anthony, je te laisse dire un joueur du top 10. Franchement, pour l'instant, ça va. LeBron James. Ok, premier avec 38 390 points. Je vais dire Karim. Évidemment, deuxième, 38 387 points. Je vais dire Malone. Karl Malone, ouais. Voilà. Bravo. Anthony, à toi. Michael Jordan. Qui est 5ème. Ouais. Oh non, putain. Bravo. Je pensais plus haut. Oui, Kobe qui est 4ème. Vous avez le top 5 pour l'instant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. De 6 à 10, c'est un peu plus compliqué. Non, j'ai franchement, un bon trou de mémoire là. Si vous réfléchissez bien, il y en a un qui est facile. Je dirais il y en a qui jouent encore. C'est toujours facile de dire ça quand on a des réponses. Non, mais je veux dire qu'il est connu du grand public. Oui, mais il y en a au moins 3 ou 4 qui sont très connus, mais ils sont même tous très connus. Mais oui. Alors je dirais Larry Bird. Je suis vraiment pas sûr. Non. Ouais, éliminé Axel. Allez, éliminé. Anthony, à toi. Je pense que vous cherchez trop compliqué. Ouais, je cherche trop loin, je pense. Ah mais oui. C'est moi 10 secondes de réflexion. 10 secondes c'est long, attention, 5, 4. Steph Curry. Non, il est pas là. Pas dans le top 10. Louis pour la win. Shaq. Évidemment, Shaquille O'Neal. C'est là où je disais, voilà, tout le monde le connaît, hein, Shaquille O'Neal. Il est 8ème avec 28 596 points. Il en reste 4. Ouais, si jamais. Donc Louis va gagner. Axel, voilà, tu peux jouer. Je dirais Durant.
Non, il n'est pas là. Anthony. c'est plus ancien, on va dire. Ouais, carrément. C'est beaucoup Il plus n'y ancien. a plus de joueurs actuels. Non. Ok. Mais c'est une blague. Scottie Pippen. Non. Wilt. Bah oui, oui. Qui ça? Wilt Chamberlain. Oui, Ah oui, il est là. 7ème Septième. avec 31 419 points. Pascal Malone. Axel. Il en reste 3. Il reste le 7ème, le 9ème et le 10ème. Le 6ème. Le 6ème, pardon. Le combien, pardon? 6, 9, 10. Magic. Non. Non, il est pas là. Anthony. Je suis tellement mauvais à ça. Il y en a un, si je peux vous aiguiller, il y en a un qui est un petit peu le... Je pense que c'est le frère de celui qu'on a déjà cité. En tout cas, il a le même nom de famille. Pour vous aiguiller encore plus, Axel... Ah mais oui, mais... Vas-y, Axel. Magic Malone. Ouais, c'est ça. Ouais, Il est vrai. 10ème avec 27 409 points. Voilà, c'est plus ancien. Je pensais qu'il était après. Il vous reste le 6ème et le 9ème, si vous l'avez. Allen Iverson. Non. Non. Bon, je pense Si vous avez des. Ouais. J'ai envie de tenter un Jerry West. Non. Non. Axel pour le dernier, et après on révèle. Dirk. Ah, dire. Non. Il a donné le nom. Ouais, je l'ai dit. Mais il est dedans? Oui, il est dedans. Ah oui, Ah bah il est Nowitzki alors. sixième. Ah ouais. Il est 6ème. Ah oui, ok. ce Autant Dirk pour nous. Nowitzki. Et le 9ème, il s'appelle Carmelo. Anthony. Ah Oh, oui, ah ouais, voilà. non, ouais. Je pense que vous avez Si, été... il est actuel. Mais lui, il est actuel, pardon. Pardon. Ah, Carmelo, mais. Ouais. Ultime. Oh, je suis bête. Voilà pour Franchement, ce jeu, messieurs. Allez, bravo. On va Le public passer. qui a gagné. On va passer tout de suite à la deuxième partie. On est un peu en retard, mais on va essayer de faire ça tout bien. La petite transition et on enchaîne. C'est tout bon? Ok, allez, on repart avec un petit pont. On va passer au football. Hein? On retour au. Il n'y a plus de musique là, ça fait. On y a le droit. Football et Coupe de France, évidemment. On va faire un petit résumé des huitièmes de finale, Axel. Et évidemment, le choc OM-PSG, parce que évidemment, c'était un match au Vélodrome qui était bouillant. Et une victoire de l'OM, surprise quand même. Alors moi je vais vous faire les 4 premiers, je laisserai continuer Anthony, mais moi j'ai vu un beau match de Lyon-Lille, gagné au penalty. Alors bon, je suis content forcément, mais c'était un très beau match, une très bonne entame de match de Lyon avec des Lillois un peu perdus. Après ils ont un peu repris la main du match et ça a donné un beau match dans l'ensemble. Bon bah Toulouse voilà qui gagne à Reims, qui confirme, parce qu'il me semble qu'ils étaient sur une bonne phase en plus de matchs Et gagnés. c'est la première défaite de Wistil avec Reims. Et je crois que Toulouse n'a toujours pas perdu en 2023. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais. C'est possible, c'est Ouais, fortement donc possible. voilà, pour moi c'est une bonne petite équipe. Et puis après Rodez qui continue son chemin après avoir éliminé Monaco, il me semble. Je suis désolé, Louis, mais Toulouse a perdu contre Paris. Ah ouais, C'est vrai. Ouais, c'est Autant vrai. pour moi. Mais sinon, c'est 7 victoires pour un nul, quand même. Enfin, 7 victoires, un nul et une défaite pour Toulouse cette année, c'est incroyable pour un club de cette envergure. Et puis après, la victoire au pénalty encore de Nantes, dans un match un peu brouillon, mais sympathique quand même s'il n'y a que 1-1. Angers qui a failli créer la surprise en plus, ils ont le score et sur un but un petit peu gag et après Nantes qui viennent égaliser et voilà, après ça se termine pour Nantes, une victoire au tir au but. C'est ça. Et après il y a eu le Paris FC qui a affronté Annecy qui est, on va dire, la surprise encore de ces Coupes de France. Ça se joue avec Rodez, c'est quand même les deux plus petits clubs entre guillemets qui rejoignent les quarts de finale. Donc Anthony, ouais, si tu peux rapidement Ouais. faire le résumé des derniers matchs. Ouais, dommage pour Vierzon. Hein. Ouais. Déjà, dommage pour Vierzon qui était un peu le petit poussé. Clairement. Il était, clairement. Oui. Voilà, dommage pour eux parce qu'ils sont passés à Grenoble qui est bien placé en Ligue 2 d'ailleurs. Paris-Annecy, c'est Annecy qui passe et qui atteint les quarts de finale. Je sais pas. Peut-être pour la première fois de leur histoire. C'est Hein. vrai C'est que la première fois, ouais. C'est la première fois de Je leur me histoire. disais aussi, ouais. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est évidemment le Classico, parce que c'était un match assez incroyable. Donc 2-1 pour l'OM, ce qui était survolté et imparable.
et du coup qui s'envolent en quart de finale au terme d'une partie assez serrée. Donc la victoire est logique parce que les Marseillais ont mis d'entrée de jeu une très grande intensité dans le jeu. Paris n'a pas vu le Donc, jour toute la première mi-temps. Presque. Voilà, les Parisiens avaient du mal à sortir de leur moitié de terrain finalement. Rentrer dans leur match tout simplement. Peut-être la tactique de Christophe Galtier était peut-être pas la bonne contre. Je pense. Ouais. Et surtout dans un vélodrome en feu. Et l'envie n'était pas là au niveau des. Et Igor Tudor savait pertinemment quoi faire. Et donc penalty obtenu grâce à une faute de Ramos sur Under. Très discutable. Alors je tiens juste à revenir sur le penalty. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très 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 limite. Et en plus, généreux, oui, on va dire ça. Donc. On va dire que ça se siffle, mais c'est généreux, quoi. C'est très généreux. Dans un match aussi tendu, je pense que ça aurait été préférable de ne pas le siffler. Ouais, mais je pense que la 90e, si c'était la 90e ou 88, il aurait pas forcément été sifflé. En tout cas, c'est Sanchez qui transforme du coup le penalty et Sergio Ramos se rachète en égalisant sur corner dans le temps additionnel. Une tête à la Ramos. Ouais. Et donc au retour des vestiaires, Paris jouait un peu plus haut, mais l'OM avait la même intensité, la même envie. Et finalement, Paris qui a quand même pris le dessus dans cette deuxième période et malheureusement, pour eux. Contre le cours du jeu, c'est une défaite avec un très beau but de du jeu à partir de une frappe de 18 mètres de la recrue Ruslan Malinowski à la 57e du coup qui qualifiera l'OM. Un boulet de canon. Un boulet de canon. Son nom complet c'est Ruslan Barrett 500 Malinowski. Voilà, faut le savoir. Bien joué Louis. Et du coup on va passer au débat de cette Coupe de France. Alors l'OM vient de gagner le Classico, qui était très attendu dans ce mois de février. Les plus gros prétendants à la victoire finale, on les connaît, c'est Lyon. Je sais pas si on peut mettre Lyon dans les. Je sais pas si on peut mettre Lyon. Lyon rentre dedans, franchement. Lyon peut rentrer. Ouais. Voilà, Lyon peut rentrer dedans. En tout cas, après Marseille, il reste Lens qui joue ce soir. Lens, Lyon ou Lorient. Lorient. Oui, et Lorient. Écoutez pas Lorient. Lens, oui. Respectez les merdes. Le vainqueur du match Lorient-Lens. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il reste pas Marseille favori. Ouais, Marseille, moi j'aimerais bien du top du classement, sans compter Lens du coup. Moi je dirais bien Nantes parce que l'année dernière c'était quand même une surprise aussi quoi. Ça reste l'étonnant du titre, effectivement. Donc, ça reste l'étonnant du titre. C'est l'étonnant du titre. Du coup, est-ce que la Coupe de France, j'ai envie de dire, est déjà actée, même si c'est un petit peu grossier pour l'OM, ou en tout cas, est-ce qu'ils sont vraiment les grands favoris? Louis, je te laisse commencer. Alors acté, je trouve le mot un peu pas dur, mais trop rapide. Oui, pour moi, c'est les grands favoris. On a quand même Lens ou Lorient derrière qui attendent, qui sont aussi des gros prétendants. Et puis, c'est sur un match. On l'a vu là face à Paris, Marseille a créé l'exploit parce que c'est quand même mérité. Non, c'était pas un exploit parce que Paris est quand même en difficulté cette semaine. A réussi à enfin battre le PSG au Vélodrome. Enfin. Donc on a un Lyon qui est pas très rassurant. Quand tu vois les 15 premières minutes, tu te dis c'est super, on va pouvoir jouer l'Europe. Puis tu vois le reste du match, c'est un peu plus compliqué. Et je tiens juste à rappeler que c'est la première victoire de l'OM au Vélodrome depuis 2011. Oui. Face au Paris Saint-Germain. C'est exceptionnel la performance des Olympiens. Ouais, une très belle performance. Et pour moi, avec un public en feu et une équipe qui joue le jeu de Tudor parfaitement, qui le comprend parfaitement, pour moi, ils peuvent aller au bout. Ouais, puis c'est clairement pas volé cette victoire. Moi, j'ai vraiment un très beau match. Et moi, alors oui, forcément, Marseille. Marseille favori. Bon, peut-être pas grand favori, mais j'ai envie de mettre une petite pièce sur Lyon, forcément. Et je me dis aussi que Lyon, c'est peut-être leur seul moyen de jouer une place européenne aussi. En gagnant la Coupe de France. Parce qu'au classement, c'est un petit peu compliqué. Devant, il y a quand même pour moi, j'ai des équipes très plaisantes à voir jouer et qui sont en forme. Je les vois pas forcément arriver à décrocher une place européenne dans le classement général. Donc là, ils sont 9e, 32 points, première place européenne 5e à 40 points. Puis quand tu vois le top 5, ça va pas bouger. Paris, Marseille, pour moi, voilà, c'est leur seul moyen d'aller chercher ça. Donc, surtout que sur un match contre n'importe quel adversaire qui est ici, avec la chance du tirage aussi, c'est faisable. Oui, alors pour l'OM, la chance du tirage, comme on peut dire, s'il tombe contre l'OL, là on aura, je pense, le vainqueur. Je sais pas si vous êtes d'accord pour dire ça. Non, il reste les Lensois. Si c'est Lyon qui gagne, on n'aura pas le vainqueur. Il reste les Lensois et puis c'est pour moi, c'est les trois, les quatre. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore de la magie dans cette Coupe de France quand on voit qu'il n'y a même plus de petits poussés? On peut pas partir là-dessus, ça va prendre. Ça va prendre plus Paris. Pour moi, il y a de la magie du coup, parce que Paris c'était censé être les grands favoris. Faut qu'on enchaîne Corentin avec un petit point maintenant cycliste. On n'avait pas pu le faire lundi
lundi, mais du coup on le fait maintenant. Il y avait pas mal de choses à dire lundi. On va dire que j'ai un petit peu zappé ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport aux différents tours, que ce soit le Tour de Valence ou de Bessèges, et je vais venir particulièrement sur ce qui s'est passé dimanche avec le mondial de cyclocross. Comme vous voyez à l'écran, le duel des titans entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Qui domine le circuit depuis 7 ans, je crois. Oui, ça fait de nombreuses années qu'ils sont là et on a l'habitude de les voir sur route maintenant. Le grand public les connaît sur avec route. Le Tour de France et avec Van le Aert Tour de France qui est fort de partout. Et c'est ça. Et Van Der Poel qui a pris le maillot jaune l'année dernière. Ça rappelait un petit peu son grand-père Raymond Poulidor qui n'avait jamais pu prendre le maillot jaune. Et quand on regarde ce mondial de cyclocross, voilà, on attendait ces deux-là pour le titre de champion du monde. Et au final, c'est ce qui s'est passé. On a eu un mano à mano du début, vraiment du tout début, grosse bataille. Jusqu'au dernier mètre de cette course où c'est au sprint que ça s'est joué. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui était le plus fort, le plus costaud, qui avait le plus de réserve dans les jambes, on va dire à la fin, et qui s'impose au sprint devant Wout van Aert. À domicile en plus, il faut le rappeler, c'était aux Pays-Bas. Donc voilà pour Mathieu Van Der Poel qui est de nouveau champion du monde en cyclocross. C'est tout simplement exceptionnel pour Van Der Poel, qui remporte d'ailleurs son 5e sacre mondial de sa carrière. Et puis actuellement, depuis hier, il se passe les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Donc voilà, on a eu donc ils se déroulent en Suisse. Et ils vont être très importants pour les Jeux Olympiques de 2024, puisqu'ils vont permettre de décerner les premiers points pour la qualification donc, des cyclistes, des pistards, pour les JO à Paris. Et on a eu la première médaille française. Malheureusement, c'est une petite médaille de bronze, on va dire. Ouais. On se console avec ce qu'on a. Les Bleus qui se sont imposés, comme on le voit à l'écran, face à l'Allemagne, au trio allemand. De justesse, mais qui remporte la médaille de bronze. Donc c'était le trio Landerneau, Vigier et Gillion lors de la poursuite par équipe. Et on va retrouver également de nombreuses têtes d'affiche côté français avec Benjamin Thomas ou encore Mathilde Gros qui a été championne l'an passé. Ouais, alors que si je dis pas de bêtises, au championnat d'Europe de Berlin, l'an passé, on avait fait, ou même cet été je crois, on avait fait des très bons résultats en cyclisme sur piste. Non, pas au JO, mais cet été au Mondial peut-être. Ouais, je pense que c'était au Mondial cet été, ouais. Avec notamment Mathilde Gros qui était championne du monde, donc elle est forcément attendue, Mathilde Gros, et on aura aussi des stars qu'on a l'habitude de voir sur le cyclisme sur route, comme Philippe Ogana, le recordman de l'heure et champion du monde, ancien champion du monde du contre-la-montre, Ethan Hayter ou encore Ethan Hayter, pardon. Donc voilà pour ce petit point cyclisme de la semaine. Ça marche, merci Corentin. Et maintenant on va passer pour finir en faisant un petit point sport mécanique et notamment avec Alfa Romeo. Louis. Ouais, déjà je vais commencer par la WRC, voilà, qui débute en Suède. Donc ça a débuté à 19h05. Avec les Français en lice, Pellier et Loubet, oui. Mais voilà, donc si vous voulez suivre un peu les résultats, la course a lieu en ce moment même. Donc voilà. Mais là, oui, je vais passer à Alfa Romeo qui a eu du coup sa nouvelle livrée, qui nous a montré sa très belle voiture. Avec quand même quelques spécificités. Alors moi je vais surtout parler du fond plat. Alors le fond plat, il faut savoir déjà que normalement il est lisse. Et là avec Alfa Romeo il est en quadrillé, si je peux dire. Enfin, il y a des bouts, des ouvertures, voilà, pour un peu plus d'aérodynamisme. Et puis on sent que c'est un choix payant, parce que je sais pas, c'est une première en Formule 1. Bon, moi, depuis que je suis, j'ai jamais vu ça personnellement. Ça doit peut-être pas être une première. Si c'est une première, c'est une première. Sur le fond plat, je crois que c'est une première, il me semble. On verra si ça paye, mais c'est un choix, c'est une prise de risque, une vraie prise de risque d'Alfa Romeo. Et bien, en fait, comme les moteurs sont vraiment au fond et compressés, je pense qu'ils veulent avoir vraiment plus d'aérodynamisme et ils veulent vraiment jouer là-dessus. En tout cas, la voiture est très serrée et on va voir si c'est payant ou pas avec le duo Zhou-Bottas qui, pour moi, est un très beau duo et on va voir si l'année prochaine, ils vont pouvoir gratter quelques places dans le classement. Puis en plus, elle est jolie. Elle est super belle. Elle est vraiment jolie pour moi avec un petit sponsor trèfle, là, j'aime beaucoup. Ça rappelle aussi les couleurs italiennes d'Alfa Romeo. Oui, aussi. Le vert. Il y a Orlen du coup qui est parti de Alfa Romeo, Stake qui est arrivé si je dis pas de bêtises aussi comme sponsor. Donc non, elle est très jolie, moi j'aime beaucoup. Après on les attendait parce que l'année dernière ils nous avaient offert une magnifique livrée en blanc et rouge. Là ça y est, cette saison ils sont passés en noir et rouge
Et c'est aussi beau. C'est aussi beau. Voilà. Alors aussi, ce qui est assez marrant à notifier, c'est que pendant la révélation, il parlait et la voiture était en fond, comme nous en ce moment, et il n'y a pas eu vraiment de vidéo ou d'animation. Donc voilà, un petit raté de l'équipe technique. Peut-être, sûrement. C'est vrai que pour la com, c'est pas... Le stagiaire qui a dû faire une mauvaise manipulation, mais voilà, en tout cas, c'était un peu marrant, mais ça n'enlève pas la beauté de la voiture. Ouais. Merci Louis pour ce petit point sport mécanique. On va conclure cette émission. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci à vous les 3 chroniqueurs ainsi qu'à la régie d'avoir assuré cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à vous abonner à nos comptes TikTok, Instagram et YouTube. Alors normalement il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine et donc on se retrouve lundi dans une semaine et demie et sur ce, passez une agréable soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.